Se défendre, c'est attaquer avec sa propre essence. Durant son procès, Socrate ne défend pas sa vie, il défend son essence. Il n'a de cesse d'affirmer que Socrate n'est pas le commun des mortels. C'est une opinion reçue que Socrate se distingue en quelque chose de la plupart des hommes. Socrate ne va donc pas défendre sa vie, mais défendre son essence. Défendre sa vie pourrait se faire au détriment de son essence. Il n'est rien de plus terrible pour Socrate que de renoncer à tout ce qu'il a été durant sa vie au terme de sa vie. C'est la raison pour laquelle il refuse de faire ce que les autres font, c'est-à-dire émouvoir les juges en faisant paraître une famille éplorée, des enfants et une femme suppliant. Pour mon honneur, pour le vôtre et celui de la cité tout entière, il ne me semble pas convenable de recourir à aucun de ces moyens, à mon âge et avec ma réputation, vraie ou fausse. Pourtant, cela serait efficace, cela serait conforme aux apologies classiques attendues et aux pratiques habituelles durant les procès. Mais Socrate ne saurait, lui qui affirme toujours ne pas avoir peur de la mort, se mettre à genoux devant ses juges pour supplier leur grâce. Se défendre, c'est attaquer avec sa propre essence. Qu'est-ce à dire ? Le langage courant emploie toujours ces formules. Il faut rester fidèle à soi-même, il faut être soi-même. Dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie, André Lalande revient sur cette expression en indiquant que ceux qui disent qu'il faut rester soi-même veulent surtout imposer aux autres leur mauvais caractère. Peut-être est-ce ainsi que l'ont perçu les juges de Socrate. Mais tel n'est pas le cas. Si se défendre soi-même, c'est attaquer avec sa propre essence, reste à savoir ce qu'est cette essence. Toute la vie de Socrate a consisté à élaborer sa propre essence, son personnage, si l'on peut dire, mais improprement. L'essence, c'est l'être même de l'individu, de la personne. Lorsque Socrate raconte qu'il mène une enquête pour trouver quelqu'un de plus sage que lui, en vérité il est lui-même l'objet de sa propre enquête. Il enquête pour découvrir qui il est. L'expression de la pitié est pour lui une énigme, mais il est lui-même une énigme dans l'énigme. Il faut se rappeler qu'Apollon est le dieu des apparences. Il est celui qui voit au-delà des postures, des affectations, des hypocrisies. Voilà pourquoi il est écrit au fronton de son temple « Connais-toi toi-même ». C'est à la fois un conseil et un avertissement. Cela veut dire certes qu'il faut procéder à son introspection, mais cela veut dire aussi « N'entre pas dans ce temple avec un visage hypocrite, car si tu peux tromper les hommes, tu ne peux tromper le dieu des apparences ». Apollon est le maître de l'être et du paraître. Socrate va donc paraître tel qu'il est dans ce tribunal, comme il paraissait dans le temple d'Apollon, tel qu'en lui-même, car la sagesse est premièrement connaissance de soi. Il y a davantage dans l'essence de Socrate qu'une définition négative du sage qui ne sait rien. Socrate va consacrer sa vie à la vertu, à la fois pratiquement et théoriquement. Il va toujours défendre l'idée qu'il faut prendre soin de son âme, c'est-à-dire la tourner vers le bien, comme idée et comme geste, au sens des chansons de gestes du Moyen-Âge qui célébraient les hauts faits des héros. C'est en ce sens qu'il distingue et s'efforce de penser les parties de la vertu. La tempérance, la sagesse, la justice, le courage, la piété. Dans le Protagoras, il se demande si ce sont des vertus distinctes ou des parties d'une seule et même vertu. À Protagoras qui affirme que la vertu est une et les qualités dont tu parles en sont des parties, Socrate répond « En sont-elles des parties au même titre que la bouche, le nez, les yeux, les oreilles ?» sont des parties du visage, ou sont-elles comme les parties de l'or qui ne diffèrent les unes des autres et du tout que sous le rapport de la grandeur et de la petitesse? La question de la vertu est omniprésente dans l'apologie de Socrate. Se défendre, c'est attaquer avec sa propre essence dans l'exercice de la vertu. Se défendre soi-même, c'est agir avec sagesse pour se connaître soi-même et connaître le danger, c'est agir avec prudence pour éviter le danger, c'est agir avec courage face au danger. Quel danger ? Si nous devions nous interroger sur le sens de l'expression « se défendre soi-même », il faut aussi se demander contre quoi il faut se défendre. Pour Socrate, l'attaque qu'il affronte est l'injustice. Mélétos, Anitos et Lycon, ses accusateurs, agissent injustement contre lui.
En l'attaquant injustement, en pratiquant contre lui l'injustice, ils ne se défendent pas eux-mêmes. Se défendre soi-même, c'est agir avec justice au fond. En étant injustes, croyant attaquer Socrate, ils ne font que se ruiner eux-mêmes, que perdre leur âme, que pervertir leur propre essence. Ils pourront peut-être bien me faire condamner à mort, ou à l'exil, ou à la perte de mes droits civiques, et ce sont là sans doute de grands malheurs aux yeux de mes accusateurs. Mais moi, je ne pense pas ainsi. Je considère que c'est un mal bien autrement terrible de faire ce qu'ils font quand ils entreprennent de faire périr un innocent. C'est en ce sens que Socrate pratique la sagesse par une apologie inédite pour ses juges. Il révèle qu'il se connaît lui-même en tant qu'homme sage et juste, vertueux, et il dévoile ses ennemis en tant qu'ils sont injustes et se trahissent eux-mêmes. Mais cela ne se fait pas de façon théorique, même si Socrate va interroger Mélétos qui lui fournira des réponses pitoyables, révélant un caractère ignorant et méprisable. Cela se fait de façon pratique, en agissant avec vertu. L'apologie de Socrate peut passer pour un texte qui a moins de densité philosophique que les autres. C'est parce que Socrate parle au tribunal et non en privé, mais c'est de tous les textes de Platon celui qui a le plus de densité d'expérience. Socrate livre son essence aux auditeurs. Dans le dernier discours, le discours libre adressé aux condamnés, Socrate insiste très clairement sur cette distinction entre se défendre extérieurement en accomplissant les rituels d'humiliations attendus par l'assistance et se défendre personnellement en affrontant l'épreuve avec tout son être conformément à son essence. Ce n'est pas faute de discours que j'ai été condamné, mais faute d'audace et d'impudence, et parce que je n'ai pas voulu vous faire entendre ce qui vous aurait été le plus agréable. Socrate se lamentant, gémissant, faisant et disant une foule de choses que j'estime indignes de moi, choses que vous êtes habitués à entendre des autres accusés. Mais ni tout à l'heure je n'ai cru devoir par crainte du danger rien faire qui fût indigne d'un homme libre, ni à présent je ne me repens de m'être ainsi défendu. Se défendre soi-même, ce n'est pas prendre la posture attendue par l'agresseur, c'est agir conformément au récit de soi construit par soi-même. Et pour Socrate, ce récit est le récit d'un héros de la philosophie. C'est la raison pour laquelle Socrate évoque dans le premier discours l'hypothèse selon laquelle on pourrait lui proposer un marché pour le libérer de la menace de la condamnation, à condition qu'il change de vie, qu'il trahisse sa propre essence. Même si vous me disiez « Socrate, nous t'acquittons, mais à une condition, c'est que tu ne passeras plus ton temps à examiner ainsi les gens et à philosopher, et si l'on te prend à le faire, tu mourras. » Je vous répondrai « Athénien, j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous, et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que j'en serai capable, ne comptez pas que je cesse de philosopher. » La volonté de Socrate lors de son procès n'est pas de tout faire pour sauver sa vie biologique, mais de tout faire pour sauver sa vie entendue comme son essence. La défense de Socrate n'est pas principalement théorique, elle est pratique. Faire preuve de sagesse, c'est se connaître soi-même, mais aussi agir avec prudence. La prudence est une morale appliquée consistant à bien agir en tenant compte des circonstances. Ainsi Socrate, devant la médiocrité de ses accusateurs, choisit de procéder à une auto-accusation imaginaire. Il pose les questions que ses accusateurs lui auraient posées s'ils avaient été plus habiles. Puisqu'il a le souci de la vertu publique, on pourrait lui demander pourquoi il a choisi la philosophie qui lui offre un maigre auditoire plutôt que la politique qui lui aurait permis de toucher davantage de personnes. Il répond qu'il a agi avec prudence. Il formule un principe bien triste pour le régime démocratique. Il faut absolument, quand on veut combattre réellement pour la justice et si l'on veut vivre quelque temps, se confiner dans la vie privée et ne pas aborder la vie publique. Il vaut mieux parler jusqu'à 70 ans à des auditoires de 30 personnes plutôt qu'à un auditoire de 500 personnes et périr dans sa jeunesse. Si, dès ma jeunesse, je m'étais mêlé des affaires publiques, je serais mort dès ma jeunesse. La question de l'essence n'est jamais loin. Si un homme corrompu veut pratiquer la politique, il vivra longtemps. C'est l'homme sage et juste qui ne tiendrait pas longtemps s'il voulait entrer en politique. Il n'est personne qui puisse sauver sa vie, dit Socrate à ses juges, s'il s'oppose bravement à vous, et s'il veut empêcher qu'il ne se commette beaucoup d'injustices et d'illégalités dans l'État.
Il donne deux exemples durant lesquels il a dû pratiquer la politique. Dans le premier cas, il s'est opposé à la condamnation à mort de généraux. Dans le second, il a été désigné avec 5 autres pour capturer Léon de Salamine et a désobéi. Dans les deux cas, son courage aurait pu le mener à la mort. La sagesse apparaît dans l'apologie à la fois comme prudence et comme connaissance de soi. Elle est souvent définie dans les dialogues socratiques comme la science du bien, mais elle est alors envisagée d'un point de vue théorique et, si on peut dire, d'un point de vue ésotérique, du point de vue des spécialistes de la philosophie. Certes, l'idée du bien est à l'arrière-plan de son action et de son propos, puisque le sage est celui qui est juste. Or, Socrate est face à des citoyens, des hommes du peuple. Le rapport à la sagesse devant le peuple est un rapport pratique. Il s'agit de se comporter en sage, non de disserter sur la sagesse.